Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on s'intéresse aux conditions de travail des chauffeurs VTC à travers des faits divers, on y reviendra dans quelques instants, mais aussi à travers la précarisation de ce métier. On va en parler avec Fabien Tosolini, porte-parole de l'Union des indépendants. Il parle au nom justement de ces chauffeurs VTC. Le cercle RH, prévenir le racisme en entreprise. On utilise bien le mot racisme, qui est un peu un angle mort des sujets de discrimination, et on va en parler avec nos invités. Ils s'engagent sur ce sujet. Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée en charge de la diversité et de l'égalité des chances. Nous serons avec Xavier Fonkerny-Ribes, qui est le directeur général adjoint en charge des RH à la France Mutualiste. Et puis Christine Artus sera avec nous, elle est avocate en droit social. Et puis je serai accompagné évidemment, comme chaque semaine, avec Caroline de Senneville, journaliste décideur RH. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler d'une corporation, d'un métier que vous connaissez notamment dans les grandes villes, les chauffeurs VTC. Ils connaissent une situation de précarisation et des revenus qui baissent. On va en parler dans une seconde avec Fabien Tosolini. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'Union des indépendants. Alors vous êtes aujourd'hui détaché intégralement pour défendre la cause des chauffeurs VTC, mais vous avez été vous-même chauffeur VTC, évidemment. Un mot quand même sur des faits divers ou des faits graves qui nous alertent. Cet homme qui va glisser sur une plaque de verglas au bord de la Marne et qui va mourir parce qu'il ne peut pas nager et sortir de son véhicule. Et puis il y a ce fait divers tragique de ce chauffeur qui va faucher des passants parce qu'il était quoi, épuisé, fatigué, arrêt cardiaque. On a le sentiment que les chauffeurs vont au-delà des limites du raisonnable. Alors, ils vont au-delà de la limite du raisonnable puisqu'on a aujourd'hui une vraie précarisation de ce secteur d'activité qui aujourd'hui ne permet plus aux entreprises, puisque ce sont des entreprises partenaires de ces plateformes, d'assurer une rentabilité économique. Et pourquoi c'est lié à deux facteurs. Le premier, c'est une explosion du nombre d'entreprises de VTC sur le territoire francilien, notamment. Et puis, le deuxième facteur, c'est un abaissement du taux horaire que dégagent en chiffre d'affaires ces auto-entrepreneurs, puisque les plateformes ont décidé de façon unilatérale de continuer d'abaisser la rémunération, puisqu'on est sur finalement une rémunération dynamique entre le nombre de VTC qui proposent ces services et le nombre de clients qui utilisent ces services. Il y a un ou deux chiffres intéressants. 22,4 minutes en 2022, c'est le temps d'attente. Là, on passe à 41 minutes. Oui. Et on voit que sur les deux grandes plateformes, Uber et Bolt, c'est moins vrai pour Uber, mais c'est vrai pour Bolt. Moins 1 pour Uber, moins 12% de baisse de revenus chez Bolt. Oui. Donc ça veut dire, on le comprend très bien, que pour compenser et avoir le même revenu, on allonge la durée de travail. On allonge la durée de travail et même en allongeant la durée de travail, on n'arrive pas finalement physiologiquement et économiquement, impossible de pouvoir réaliser un chiffre d'affaires de 2022 en 2024. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? J'ai vu qu'il y avait un partenaire, un intermédiaire qui était censé gérer le dialogue social et que ça se passe très mal. Est-ce qu'il y a vraiment un dialogue social entre vous, c'est-à-dire les représentants des salariés, ou en tout cas des auto-entrepreneurs, et les grandes plateformes? Est-ce qu'il y a un dialogue? Alors, il y a un dialogue, mais c'est pour l'instant un peu un dialogue de sourds, puisqu'on a finalement une confrontation entre deux modèles économiques. Celui qui défend, que défendent les organisations syndicales, qui est « je suis un auto-entrepreneur, je suis un entrepreneur, et donc, grâce à la rémunération que je dégage dans mon activité, je peux m'assurer à la fois ma rémunération, mais aussi tout ce qui comprend l'auto-entreprise, c'est-à-dire la provision pour congé, la provision pour protection sociale, etc., etc. Et vous avez aujourd'hui une vision économique de la part des plateformes qui dit que parce que vous êtes affilié à une plateforme, vous avez la possibilité d'avoir des services à moindre coût. Et donc, du coup, ce modèle économique est moins-disant. Ce qui est vrai, il y a certaines plateformes qui ont mis à disposition des mutuelles. Oui, mais ce qui contraint forcément l'auto-entrepreneur à travailler avec cette plateforme. Donc, il est prisonnier. Il est un peu prisonnier du modèle, puisqu'en plus, comme c'est la plateforme qui aujourd'hui continue de décider et d'attribuer le prix d'une course à cet entrepreneur, vous retrouvez finalement coincé à être obligé de travailler avec ces plateformes pour pouvoir assurer une viabilité économique de l'entreprise. Un mot sur les pouvoirs publics, parce qu'on se souvient de manifestations, de tensions. Là, vous dites que vous êtes arrivé à la limite
Oui. du supportable. Oui. Il y a quoi? Il y a des mouvements sociaux qui se préparent, il y a des grèves perlées, il y a des blocages de villes. Comment vous envisagez la manière de vous faire entendre? Alors, on est sur un nouveau, finalement, modèle aussi. Ce sont des travailleurs indépendants et c'est difficile de créer un collectif quand Bah oui. vous êtes avec des travailleurs indépendants. Nous, surtout, ce que l'on fait au sein d'Union Indépendante, c'est de continuer de mettre la pression là où on doit la mettre, c'est-à-dire notamment auprès des pouvoirs publics. On rappelle quand même qu'il y a eu une mission d'inspection interministérielle qui a été déclenchée en juin 2025, pour laquelle on n'a aujourd'hui pas encore les conclusions. Et cette inspection, elle est importante puisqu'elle conditionne, elle travaille sur deux éléments dont on vient de parler. C'est un, les conditions d'accès au métier Oui. et les conditions économiques du métier. Et donc, il est peut-être un peu temps maintenant pour les pouvoirs publics de se réveiller. On voit que le dialogue social est difficile, ne permet pas aujourd'hui d'améliorer les conditions sociales de ces indépendants. Et donc, il y a la possibilité pour le gouvernement de prendre un certain nombre de décisions. On a notamment demandé, nous, d'arrêter et de mettre une pause, d'appuyer sur le bouton pause pour se dire c'est quoi le nombre de Mais chauffeurs VTC dans le secteur ils ont les et c'est moyens? quoi le modèle économique. Bien sûr. Les pouvoirs publics peuvent dire à Bolt, peuvent dire à Uber, qui sont des boîtes étrangères, américaines, pour certaines, stop, augmenter les rémunérations. Ils ne peuvent pas. Ben, en fait, ils peuvent très bien dire qu'on arrête de la mise en place des examens dans les chambres du commerce et de l'industrie. Qui est Déjà. le point de passage pour accéder à Qui est la... le point de passage. Ils ont la possibilité de dire on arrête, on fait une pause, on regarde le nombre de VTC qu'il y a sur le secteur, la condition économique de chaque entreprise, et après on prend des décisions intelligentes. Mais il y a trop de VTC, vous qui connaissez Oui, il y en a parfaitement. de trop. On le voit On le aujourd'hui. voit. Alors, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que le VTC est devenu une activité complémentaire C'est ça. qui finalement compense les mauvaises rémunérations dans le monde du travail salarié. Il y a C'est un 10 deuxième ans, emploi pour beaucoup. c'est un deuxième emploi. Il y a 10 ans, on ne voyait pas des banquiers, des agents de la fonction publique hospitalière, des bouchers charcutiers devenir VTC, puisque c'était un secteur finalement qui était en expansion et en création. Là, aujourd'hui, c'est une activité complémentaire. Merci Fabien Tosolini d'être venu nous exprimer et de parler au nom des chauffeurs Merci VTC. à vous. Et vous l'avez bien précisé, qu'ils sont des entrepreneurs, Absolument. qui ne sont pas des salariés liés Non, par le mais on y contrat. tient. Et ça, vous le défendez. Et vous avez été vous-même, évidemment, chauffeur VTC, aujourd'hui porte-parole de l'Union des indépendants. Merci de nous avoir rendu visite. Et vous reviendrez nous éclairer sur ce dossier. Merci en tout cas d'être venu. On tourne une page, le cercle RH. Tiens, parlons d'un mot qui est un peu absent, finalement, du dialogue social, le mot racisme. On parle beaucoup de discrimination dans son ensemble. Assez peu de ce mot, le mot racisme. On y reviendra, évidemment, le blocage à l'embauche, la façon dont on est accompagné dans une entreprise. On va en parler avec nos invités. C'est le cercle RH, c'est le débat de Smart Job, et c'est tout de suite. Le cercle RH, le débat de Smart Job pour parler d'un sujet alors qui est un peu l'angle mort des sujets de discrimination, puisqu'on n'utilise plus, on ne formalise plus ce mot, le mot racisme. Alors on se souvient, dans les années 80-2000, SOS racisme avec sa main, mais ce mot a disparu au profit d'autres sujets. Est-ce qu'il existe toujours pour autant ce racisme? On va en parler avec mes invités, comme ça on met directement les pieds dans le plat dans notre débat. Elisabeth Moreno, ravie de vous accueillir et de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, ancienne ministre déléguée chargée de la diversité et de l'égalité des chances, une fondation femmes et enjeux technologiques numériques. Absolument. Et puis un fonds, alors cette fois-ci un fonds d'investissement tourné vers les sujets impact social et environnementaux. Dans les sujets impact social, il y a ces enjeux évidemment de racisme, probablement. Merci d'être là. C'est un plaisir. À vos côtés, Xavier Fonkerny-Rib, ravi de vous accueillir, cher Bonsoir. Xavier, directeur général adjoint en charge des RH à la France Mutualiste, avec beaucoup de sujets justement, parce que la France Mutualiste porte aussi un certain nombre de sujets, et on va en parler avec vous. Et puis une juriste évidemment, Christine Artus. Bonjour Christine, Bonjour. avocate en droit social chez KL Gates. Je l'ai bien dit. Bravo. Oui, parfait. Et on parfait. écoutera évidemment la juriste parce qu'il y a des vrais sujets, notamment dans le dialogue social, dans la manière dont les syndicats abordent ce sujet. Et puis avec moi, Caroline de Senneville. Bonjour Caroline, Bonjour, Arnaud. très heureux de vous retrouver, journaliste décideur RH. Juste un mot Caroline pour ouvrir, parce qu'il y a une jeune doctorante talentueuse qui, elle, a choisi de s'emparer de ce sujet. Oui, Manon Torres qui a analysé des accords collectifs afin de mesurer la place des questions ethno-raciales dans la négociation collective. Son étude révèle que sur les 20 031 accords non-discrimination-diversité qui ont été signés entre 2014 et 2021, seulement 227 évoquent potentiellement le critère
ethno-raciale. Son analyse montre... Sans utiliser le mot racisme, ethno-racial. Ethno-racial. Vous avez vu, déjà, c'est... Et autre... Déjà, il faut comprendre le terme. Voilà. Exactement. Et autre fait intéressant, elle montre que les dispositifs mis en place pour lutter contre les discriminations liées aux origines se centrent principalement sur la phase de recrutement. Une fois que le collaborateur est dans l'entreprise, c'est comme si la question n'était plus d'actualité et il y a beaucoup moins de choses mises en place. Elisabeth Moreno, le mot racisme, il vibre comment quand j'utilise ce mot à travers vous, votre histoire, votre parcours? Il vibre évidemment. Alors moi, j'ai 55 ans, je suis une grande fille et j'ai appris avec le temps à lutter contre vous savez, cette perfidie, ces petites blagues, ces petits surnoms, ces tapes dans le dos, oh, je peux toucher tes cheveux, c'est tellement doux. Et en fait, vous parlez de vécu là. Je parle de vécu. Je parle de vécu. Et en fait, aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris, j'allais dire, à composer avec, mais je ne me résous pas à composer avec. Ce qui me pèse aujourd'hui, c'est la jeune génération qui vit ce racisme comme moi, j'ai pu le vivre il y a 20 ans ou 30 ans, ou comme mes parents ont pu le vivre. J'ai entendu un jour un chef d'entreprise me dire « Mais enfin, chez moi, Madame Moreno, il n'y a absolument aucun sujet de racisme. J'ai des personnes de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les religions. » Et je lui dis « Et est-ce que vous pouvez me dire où sont ces personnes dans votre organisation ?» Et étrangement, eh bien, il se rend compte qu'elles sont... au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle. Et je lui dis, mais est-ce que vous pouvez imaginer un instant que les enfants de leurs parents, qui sont peut-être issus de la première ou de la deuxième ou troisième génération d'immigrés, sont allés dans les mêmes écoles que vos enfants, qu'ils ont fait les mêmes études, et que donc peut-être ils aspirent à faire des métiers autres que ceux que faisaient leurs parents. Et là, il y a eu un grand silence, parce qu'il faut reconnaître que nous avons évidemment toutes et tous des biais, des préjugés, des stéréotypes. Nous savons que la différence fait peur, nous savons que nous préférons travailler, vivre, côtoyer des personnes qui nous ressemblent. Et notre pays aujourd'hui, que nous le voulions ou non, c'est un pays divers. Et la question du racisme dans l'entreprise, c'est pas simplement être gentil, c'est pas simplement un supplément d'âme, c'est une question qui est à la fois légale, c'est une question qui est économique, c'est une question réputationnelle et c'est aussi une question de performance. J'allais y arriver. Voilà, j'ai envie de rajouter cet élément-là parce que Absolument. C'est un élément dont il faut parler, c'est-à-dire que cette espèce de mariage, de créer aussi de la dynamique, de l'échange, de la diversité. Et si vous permettez, je vais ajouter quelque chose d'important. Allez-y. Et c'est aussi un sujet éminemment humain. Parce que ce qu'on oublie, non mais c'est important de le dire, parce que ce qu'on oublie, c'est que derrière les mots, il y a des vies humaines, il y a de la dignité humaine, et il n'y a rien de pire, et donc des blessures. Et quand on crée des blessures dans une société et qu'on ferme les yeux sur ces blessures, la société se fissure. Et je pense que c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Et on crée du ressentiment, de la frustration et du ressentiment. La France mutualiste, qu'est-ce qu'elle a à dire sur ce sujet? Quelle position elle prend? Et j'ai envie de poser la question au DGA, puisque vous êtes interpellé aussi indirectement. Chez moi, tout va bien. Comment on fait pour observer ces sujets-là de positionnement hiérarchique, de faire grandir ceux qui sont d'une autre couleur, d'une autre origine? Cette question-là, elle vous traverse aussi. Elle nous traverse et je pense qu'effectivement, vous le disiez, la pire des choses, ça serait de le nier. Le racisme, il existe dans la société, il existe dans l'entreprise. Et moi, en tant qu'employeur, je ne peux pas tolérer qu'il existe dans l'entreprise. Et là, il y a 3 axes qui, pour moi, sont clés. Le premier, c'est de faire savoir, de dire clairement ce que l'on accepte et ce que l'on refuse. Il y a la dimension légale qui sera évoquée, mais il y a aussi la dimension de la culture d'entreprise. Il y a des choses que l'on n'accepte pas. Et quand on ne les accepte pas, il faut le dire fort. Donc nous, par exemple, à la France Mutualiste, on a décidé d'être parmi les premiers signataires de la charte Agir contre les exclusions. Et ça nous permet de bien définir ce qu'on tolère et ce qu'on ne tolère pas. Une fois qu'on a défini la règle du jeu, il faut mettre en place un dispositif. Et le premier dispositif important pour moi, c'est de savoir écouter. Donc moi, en tant que DRH, je dédie du temps de mes équipes pour être des référents en cas de harcèlement. Parce que ça, il y a une dimension. Excusez-moi, quand vous dites écouter, c'est vos équipes qui reçoivent des doléances de salariés qui se plaignent, peuvent se plaindre d'avoir été victimes de ce qu'ils considèrent être du racisme. C'est bien ça. Et je veux que ça se sache. Donc c'est une communication qui est faite quand on a un problème, quand on est témoin, parce que je pense que c'est très important aussi d'encourager les témoins, et reporter un incident, pour moi, c'est protéger. Et ça, c'est un message que je passe régulièrement. Et donc, maître, excusez-moi, sanctionner, c'est-à-dire que là, on a un dirigeant qui dit, moi, je suis impitoyable sur ces sujets, et je connecte mes équipes, très bien, vous faites remonter,
moi, je vois quand même dans l'étude de cette jeune doctorante Torres, il y a peu de sanctions en fait. Hein. C'est compliqué. Hein. Ça va jamais. Enfin, on en parle, mais ça va jamais très loin. Et juste pour ajouter Caroline. quelque chose, qu'un acte raciste. Et les DRH interrogés aussi par Manon Torres avancent souvent le fait qu'il est compliqué de mesurer. D'accord. Alors que potentiellement, d'ailleurs, il y a des outils, dont la FMD qui met à disposition des outils pour le faire dans le cadre légal. Maître, le légal dans tout ça. Alors, le légal, je peux revenir sur le concept de racisme. Oui. En fait, Il la est où loi, dans le code elle a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. C'est pour ça qu'on ne parle plus aussi de racisme, parce que ça va beaucoup plus loin. La définition, c'est L1132-1 du Code du travail. C'est du bien. Un petit article du Code du travail. Voilà, Oui. donc c'est très... Et vous pouvez voir qu'au fur et à mesure des années, la liste, elle se rallonge. En ce qui concerne le racisme, c'est toute mesure, hein, donc liée à l'embauche, l'emploi, la formation et le stage, qui serait basée sur l'appartenance à une ethnie, l'origine réelle ou supposée. Bien C'est sûr. très important la différence. Bah oui, Le nom de famille, bien sûr. désormais, Et le quartier. le lieu de résidence, Eh oui. le lieu de résidence et certaines caractéristiques de l'apparence physique. Et on voit que désormais dans la loi, et peu importe que ce soit avéré ou supposé, c'est l'impression, appartenance ou non-appartenance réelle ou supposée à une nation, à une ethnie et à une race. C'est pour Mais- ça qu'on parle plus que de racisme, Mais c'est maître, parce qu'on parle beaucoup plus large. Prenons un cas pratique, parce qu'il arrive que des managers réprimandent quelqu'un qui est d'origine, qui est français, mais qui peut être maghrébin, et qu'importe. Et la personne va lui rétorquer tu me parles mal, t'es raciste. On est dans un cas pratique. En revanche, le manager pose des conditions sur le travail effectué par cette personne. Comment ça se passe là? Parce que là, on est dans un débat. Oui. Enfin, je veux dire, mettons oui, les sujets un peu abruptement, parce que sur le plan théorique, on est tous d'accord. C'est tout à fait inadmissible. Elisabeth, Réfléchis. oui, Moi, ce sujet-là. Moi, j'ai travaillé sur ce sujet-là parce que, en fait, comme j'ai travaillé sur toutes les formes de discrimination, Oui. Une femme peut être discriminée dans un emploi et ne pas être. Elle peut considérer que c'est parce qu'elle est une femme, alors qu'en vérité, c'est parce qu'il y aura un autre candidat qui peut être une femme qui a été sélectionné. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ressenti. C'est ça. Cela étant dit, vous savez, je connais très très peu de personnes qui vont aller prendre la peine, payer de l'argent, aller au tribunal, C'est en vrai. sachant tout le temps, l'énergie et l'humiliation. C'est extrêmement dur de Devoir raconter justifier, bien sûr. et de justifier et de voir C'est vrai. l'autre vous dire mais non, tu dois te tromper. Donc en fait, il ne faut pas non plus Oui, c'est un se argument cacher massue. derrière le ressenti pour justifier que ce ne soit pas entendu. Ça, je partage cette Oui. opinion. Et je pense qu'en tant qu'employeur, nous, ce qu'on a décidé, c'est de vite mettre en place des formations pour les managers, J'allais vous venir. l'évoquez, et puis pour les recruteurs. C'est-à-dire que nous, on ne permet pas qu'un manager recrute sans avoir été formé. Et la formation, c'est quoi? C'est deux aspects fondamentaux sur ces sujets-là. C'est la lutte contre les préjugés. Et vous le disiez, les préjugés, ça existe, c'est humain, on en a tous. Les biais. Et il faut partir de ce principe-là, de se dire que c'est un réflexe, mais un réflexe, c'est pas forcément bon. Un réflexe, on lutte contre, mais c'est un réflexe. Donc ça existe, on lutte contre. Et après, il y a une deuxième aspect dans ces formations qui est pour moi, et j'ai des expériences qui m'ont beaucoup touché, des partages de témoignages. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, quand quelqu'un vous explique un témoignage où on vous explique les micro-violences, les micro-agressions qu'on peut Ce subir au qu'évoquait quotidien. Elisabeth tout à l'heure. Exactement. Et moi, ça Le m'émeut. fameux, on ne peut plus rien dire. Oui, bien sûr. Oui. Bah non, en fait, tu peux pas te foutre C'est de ma vrai. gueule et me dire que c'est parce que Exact. tu peux plus rien dire. C'est vrai que c'est une La phrase qui liberté. aime beaucoup. En fait, le racisme, c'est pas une opinion. Absolument. C'est vrai. C'est un délit. Ouais. Et il faut que, sous C'est pas un point de prétexte, vue, ouais. mais bien sûr, Ouais. sous prétexte que, pardon, je vous ai Oui. interrompu, mais sous prétexte, vous Il y a êtes de la passion. Il y a de la passion. Non mais sous
prétexte qu'il y a la liberté d'expression et que chacun peut s'exprimer sur ce qu'il pense, on va humilier d'autres personnes qui, elles, sont obligées de subir les blagues à 2 balles. Au nom de la blague. Non, mais enfin, franchement. La blague, les propos, les préjugés racistes, désormais, c'est couvert par le Code du travail et le Code pénal, parce qu'en parlant de sanctions, c'est pénalement répréhensible. Mais C'est 3 ans de prison. Je donne la parole à Caroline Oui. parce qu'elle va intervenir et c'est important. Mais d'un mot quand même, quand vous avez ces sujets avec vos entreprises, c'est-à-dire vos clients, la DRH dit ouais, c'est compliqué, on n'a pas les preuves, ça va être difficile. Enfin, il y a quand même tous ces sujets-là qui sont adressés. Oui. C'est sur le plan théorique, je veux dire, c'est un vrai sujet. Vous avez raison de former les managers, mais dans les faits, le DRH c'est souvent un peu embarrassé avec le sujet. Moi, je pense que déjà, il faut la prévention. C'est-à-dire que On évoque la formation. prévention, mais ce n'est la formation, c'est après. Il faut d'accord, c'est faire en amont. pour moi, il faut déjà faire un constat. Je trouve, moi personnellement, et je vous rejoins complètement, que c'est difficile d'aller dire mon ressenti. C'est mon ressenti parce que Ah oui. les gens Eh oui. disent on peut plus s'exprimer. Donc on note que dans les sondages, quand même, j'ai vu le sondage du 10 décembre dernier de l'OIT, Oui. que c'est quand même 53% qui considèrent qu'il y a une discrimination Ils ont été à l'embauche, victimes de c'est discrimination en raison de, je cite, noirs, maghrébins et arabes. Ça fait 20 ans que je fais 25 ça. ans que je fais de la télé, c'est 25 ans que je traite le sujet. J'ai l'impression que ça bouge pas. Pourquoi Ah, ça, Parce qu'en fait, c'est pire. il faut que les entreprises en aient conscience. Il faut que les entreprises en aient conscience. Donc les recruteurs. Et ça veut dire faire un constat déjà. C'est-à-dire qu'on se cache les yeux. Il Donc faut regardez que... la vérité en face. Exactement. On se dit oui, mais non, finalement, Nous, on est bien, non. Le nombre de fois où je vous rejoins, où quelqu'un, on lui dit, mais t'es raciste, va dire, ah non, mais moi, j'ai des copains arabes. Mais Ça, c'est la blague de Coluche. Hein. c'est ridicule. Ouais, C'est je suis pas ridicule. raciste, Donc, du coup, moi, c'est pour le une lion. entreprise, Exact. pour une Exact. entreprise, Exact. qu'est-ce que je recommande? C'est déjà de faire un constat, un audit. Un Ouais. audit interne, parce que les gens ne viennent pas spontanément. Ça veut dire un audit interne, ça veut dire par un cabinet extérieur, indépendant, Et objectif. après, quand même, un travail de formation. Après, une fois qu'on constater aussi qu'est-ce qui existe dans l'entreprise, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi, forcément, la formation des managers et effectivement le Code du travail du prévoit COMEX. des managers, du COMEX, Ouais. des directions, Des etc. dirigeants. On commence d'abord D'abord. par les dirigeants, Et parce que si une les dirigeants sont charte. Et une permissifs, Bah oui. toute la culture Bah, de et les l'entreprise managers une se charte. lâcheront. Ouais. Mais Caroline, attendez, Caroline voulait prendre la parole et c'est important. Non, mais j'avais un chiffre, parce que Elle a le chiffre, elle le tient depuis tout à l'heure. on parle beaucoup des Ne lâchez ressentis, pas. mais il y a un chiffre qui m'a marqué. L'Observatoire des inégalités a publié un rapport en 2024 qui montre qu'à profil équivalent, un homme dont au moins l'un des parents est originaire d'Afrique subsaharienne gagne en moyenne 400 € de moins qu'un enfant de personnes nées sur le sol français. Ce que vous évoquiez tout à l'heure sur J'évoquais tout à la l'heure. situation hiérarchique ou Absolument. sociale Absolument. de ces personnes D'abord parce issues de qu'ils n'ont l'immigration. pas accès aux métiers qui payent le mieux. Ensuite, on a 40 grands groupes dans notre pays et 120 SBF 120. Combien de dirigeants issus d'autres minorités connaissez-vous? Moi, je vis en France depuis 45 ans et je connais des personnes extrêmement bien éduquées, formées, qui sont en France depuis plus de 55 ans. Et l'une des premières questions que les gens me posent en général, c'est « Comment vous avez fait pour avoir une telle carrière ?» Ils n'osent pas me dire, c'est comment vous avez fait pour avoir une telle carrière en étant femme et en étant noire. Et moi, je suis OK pour avoir ces discussions ouvertes. Non, c'est important d'en parler. Oui. Parce que le fait de ne pas en parler... Ce que l'on fait là d'ailleurs. Voilà, et c'est On pour met le ça, sujet sur la table. il faut mettre le sujet sur la table parce que si vous ne laissez que les personnes... Parce que vous voyez bien Elisabeth. que l'espace public aujourd'hui est occupé Juste- par tous ceux qui sont contre. Et donc, si on ne fait pas parler ceux qui ont envie que les choses changent, ça ne pour ça, progresse Juste pas. d'un mot, parce que vous l'avez évoqué, j'aimerais que vous le creusiez. Pourquoi ça va pas mieux? Pourquoi ça s'est aggravé? On parle des minorités visibles, qui est un autre mot valise qui cache plein de choses. Quand on nomme un ministre, ah oui, moi Ouais, voilà. vous en souvenez. Je m'en souviens, mais il y a aussi Nicolas Sarkozy qui avait nommé en son temps d'autres ministres au nom de ces minorités visibles, qui sont aussi d'une certaine manière assez agaçants pour ceux qui sont Mais nommés. aujourd'hui, je ferais presque le même rêve que Martin Luther King. Moi, j'ai pas envie qu'on me regarde pour ma couleur de peau. Je veux juste qu'on me
regarde pour mes compétences, parce que je me suis battue, parce que j'ai travaillé, parce que j'ai fait des études. Et c'est le cas de mes enfants, et c'est le cas de petites filles et de petits garçons. Donc, si on pouvait arrêter d'essentialiser les gens et de les regarder par rapport à leur rapport, déjà, ce serait... Vous voyez, Elisabeth ça Moreno, ministre de la Défense et des Armées, ça, c'était intéressant. Ça, c'était intéressant. Vous voyez, c'était intéressant. Ça, c'était Je me permets. Mais je sais pas. Non, mais c'est un vrai sujet. Vous avez la compétence de diriger nos armées. Non, mais j'ai passé plus de 25 ans dans le monde de l'entreprise, dans le monde, dans les multinationales, Mais c'est ce que je vous dis. Voilà. On a tendance à enfermer les gens dans des cases et considérer que... Vous me demandiez pourquoi ça ne s'améliore pas. Je pense que toutes les crises sont propices à exacerber la peur et la haine de l'autre. Le repli. Et le repli sur soi. Oui. Et on a besoin de trouver des responsables et des coupables à nos malheurs. Et comme en ce moment, on accumule les crises et que vous avez des journalistes qui, sur des plateaux, vont fustiger Omar Sy parce qu'il a eu le malheur d'aller célébrer la victoire du Sénégal. Mais on marche sur la tête. Et donc, quand vous avez ce genre... C'est son deuxième pays. Hein, et quand vous avez ce genre de paroles ouvertement racistes qui s'expriment sur les chaînes de télévision, ou quand vous avez des politiques, vous avez des hommes et des femmes politiques, et ce sont eux qu'on voit et qu'on entend et qui polluent nos environnements, comment voulez-vous que les gens ne soient pas influencés par cette contamination? Exactement. Xavier, allez-y, et après Christine. Dans l'entreprise... Débat passionnant, mais le temps presse. Oui, c'est ça. Et en fait, tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas on peut plus rien dire. Moi, ce que je dis dans l'entreprise, c'est il faut tout dire. Alors, dans ce qui est légal, mais il faut avoir le courage, il faut venir en réunion, il faut venir dans toutes les instances. Et moi, dans mon accord d'intéressement, pour rebondir sur votre point, moi, j'ai mis un point d'honneur à ce qui est un critère de notre accord d'intéressement qui vienne reconnaître la sensibilisation à l'inclusion. Parce que moi, je crois à l'inclusion. Plus largement. Exactement. Et chaque année, on choisit un thème. Et donc, du coup, on construit une société, une entreprise inclusive. Et c'est pas uniquement punitif quand il y a des choses qui ne vont pas, on les sanctionne. On veut aussi que ça aille vers le haut. Et plus les collaborateurs, plus les managers sont formés aux problématiques de l'inclusion, et plus la prime d'intéressement est importante. Très intéressant qui vient éclairer l'écart de salaire de 400 €. Christine, vous avez une minute pour nous éclairer ou je pense faire avancer sur ce sujet. Pour répondre aussi à votre question, c'est que je pense également que... Pourquoi ça s'aggrave ? Alors, pourquoi ça s'aggrave? C'est que déjà, les chartes, c'est bien comme toute charte, il faut convaincre les gens et il faut donner l'exemple. Oui, c'est ça. Donc, ça commence par le COMEX. Bah oui. Voilà. On est d'accord. Et ça commence par le COMEX. Si vous dites à vos managers de recruter dans la diversité, mais qu'au COMEX ou dans les postes à responsabilité, il n'y a pas une femme, ça ne marchera pas. Bah oui. Donc, c'est vrai que vous parlez des femmes. C'est vrai qu'on est arrivé au quota. Parce qu'il y a des lois, parce que le législateur... parce que je pose la question, ça a marché. Oui. Est-ce que les quotas... Ça, c'est le sujet de l'affirmative action qui est posé dans des modèles qui s'opposent. Mais objectivement, on n'y arrivera jamais. Si on ne... Vous savez, l'état humain, la nature humaine est ainsi faite. Oui. Vous voyez, on est passé de 9 à 45% de femmes dans les conseils d'administration parce qu'il y a eu une loi. Et aujourd'hui, on espère qu'avec la loi Rixin, on arrivera à avoir davantage de femmes dans les CODIR. Eh bien, si la loi n'est pas incitative, en fait, la loi est la meilleure pédagogie parce qu'elle vous oblige à réfléchir à ce que vous faites et à la manière dont vous le faites. Merci pour cette belle émission. Et la sanction. Et la sanction difficile. Mais financière. Merci. Ce sera le dernier mot, Christine. Financière. Merci pour cette... Mais c'était trop court pour un sujet aussi passionnant. Mais je partage votre opinion et vous reviendrez. En tout cas, merci pour ce partage. C'est important que médiatiquement on pose ce sujet aussi et qu'on en parle tous ensemble. Merci d'avoir partagé cette émission. Merci à vous, Elisabeth Moreno. Ce fonds d'investissement et Ring Capital et puis cette fondation sur les femmes et la tech. Merci à Xavier Foncarnier-Ribes, DGA et RH de la France Mutualiste. Et puis merci à vous, chère Christine Artus, avocate en droit social chez KL Gates. Je l'ai dit avec un point d'en face. Et merci à vous, chère Caroline, avec vos chiffres et vos analyses toujours très fines. Merci à vous, merci à Nicolas Juchat qui me tire l'oreille. Et merci à Paul au son et merci à Charles à la réalisation. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.